Bonjour tout le monde, moi c'est Camille Sigouin, je suis animatrice du podcast. Et moi, c'est Danielle. Je suis aussi animatrice, Danielle Roy, j'ai oublié, aussi animatrice du premier podcast de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario qui s'appelle Faut qu'on se parle. Donc, dans ce podcast, on parle à des gens d'influence, des influenceurs, comme on dit sur les médias sociaux, de la communauté franco-ontarienne dans les différents domaines. On parle de leur expérience, de leur expertise, de leur opinion, de leur point de vue. Puis on s'est entouré vraiment dans les derniers 10 épisodes. On est rendu à la dernière épisode. Euh, on s'est vraiment rendu entouré de gens absolument fantastiques. Donc, on a super hâte de partager ça avec vous. Cette première saison est financée par le programme Ottawa bilingue de l'ACFA Ottawa. C'est un programme de micro-subvention qui vient appuyer la communauté dans la création de nouveaux projets de bilinguisme. Donc aujourd'hui, on a eu l'honneur de parler avec Jezebel Bardot, qui est Madame Bardot en français. Ça a été une discussion tellement awesome. J'aime tellement ça. J'ai tellement aimé ça. Donc, dans le fond, pour le dernier épisode de la saison, on a parlé avec Madame Bardot, puis elle nous a parlé de l'art du drag, nous a expliqué un peu ça vient d'où, nous a expliqué le drag aujourd'hui, c'est rendu où le drag est rendu aujourd'hui avec les réseaux sociaux, puis les épisodes populaires comme RuPaul Drag Race, puis etc. Puis nous a parlé de son parcours professionnel aussi. Ça a été vraiment une bonne discussion. Donc, on a vraiment hâte de vous partager ça. Donc, bon podcast tout le monde! Donc, allô Jezebel, comment ça va? Bonjour, ça va bien malgré tout. Écoute, avec la COVID, j'ai manqué aujourd'hui. J'ai eu à annuler mon 27e rendez-vous pour mon Botox. Fait que, tu sais, fait que si l'image est floue un petit peu, j'ai mis de la vaseline pour pas que vous voyez toutes les trachées qui se sont creusées dans mon front pendant la COVID. Hey, Ouais. merci beaucoup, Madame Bardot, d'être avec nous aujourd'hui pour le dernier épisode Faut qu'on se parle. On finit ça en beauté. Ouh, wow, oh, les éloges. Merci. Hey, continue, continue. Donc, là, Madame Bardot, faut qu'on se parle de l'art du drag. Absolument. Je suis un livre ouvert. Tout ce que vous voulez savoir, venez puis je vais vous le dire du mieux que je peux. Je vais vous expliquer. Puis ce que je sais pas, ben on va essayer de le découvrir ensemble à un moment donné. C'est bon. Avez-vous déjà fait du drag, vous? Non. Non. Jamais? Jamais? Non. Vous savez que les filles peuvent faire le drag, n'est-ce pas? Ça, je le savais pas jusqu'à comme cette année. Oui. J'ai vu une émission sur Netflix, je pense qu'il y avait quelqu'un qui était une femme qui faisait du drag, puis j'étais comme, oh! Oui, oui. Je savais pas. Ben, tu sais, historiquement, le drag, D-R-A-G, il y en a qui disaient que c'était dressed resembling a girl. Okay. Et puis, c'est vraiment l'art de transformer. C'est l'art, donc, l'art du drag, c'est essentiellement l'art de prendre un homme, essentiellement, se transforme dans une forme de femme exagérée, donc de tous les sens, hein, gros bijoux, gros cheveux, les ongles, les costumes, les gros seins. Donc, tu sais, on veut vraiment accentuer tous les éléments de la femme qui exagérée, personnalité, tout ça aussi. Puis c'était un art qui était seulement pratiqué avant par les hommes qui faisaient du transformisme pour des fins de spectacle, d'entertainment. C'est pas nécessairement un mode de vie. Là, on peut commencer à parler de travesti, on peut commencer à parler de cross-dressing, etc. Ça, c'est toute une autre chose. Mais l'art du drag, c'est vraiment n'importe qui. Puis aujourd'hui, on le voit de toutes sortes de manières. On voit des drag queens qui sont barbus, on voit des filles qui font du drag, on voit, puis même historiquement, il y avait beaucoup de gens qui étaient transgenres, qui faisaient du drag. Et c'est tout simplement une manière de s'exprimer, de se costumer. Puis aussi, dans l'art du drag, ben, il y a beaucoup de gens qui, évidemment, ont fait beaucoup d'impressions, on fait beaucoup de personnages, on imite des personnages. C'est vraiment
une manière de se transformer. Il y a des drag queens qui sont vraiment des copies carbone de célébrités, de Céline Dion, de Adele, de n'importe qui. Les artistes, on peut recréer ces looks-là. Et puis, on le voit souvent. Aussitôt que Lady Gaga est sortie avec Chromatica, là, toutes les drag queens recréaient les costumes et puis trouvaient les perruques et puis trouvaient les matériaux puis les outils qu'il y avait autour d'eux pour recréer l'image de ce qu'ils voyaient. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a commencé dans les bars. C'était surtout des gays qui faisaient les divas pour leur propre joie et leur propre fun. Donc, voilà. Parce que là, il y a les drag queens, mais j'ai vu aussi, il y a des drag kings. Fait que là, les femmes peuvent être des drag queens, mais peuvent aussi être drag kings. Oui, puis ben, même n'importe qui, tu sais, c'est... Drag, ça a vraiment évolué. Qu'est-ce que c'est exactement, tu sais. Il y a aussi quand même qui existe dans le monde, puis vous connaissez très bien l'émission de RuPaul's Drag Race, qui est une émission fantastique, mais il y a une guerre qui se passe à l'intérieur de cette émission-là. C'est que, je ne sais pas si c'est RuPaul lui-même ou si c'est la production, mais ils ne veulent pas voir nécessairement de femmes, physiquement femmes, faire du drag ou même des trans. Et c'est ça qui est un gros problème maintenant, un gros scandale à l'intérieur de l'émission, c'est qu'ils mettent jamais... Il y a eu des drag queens qui sont devenues trans plus tard sur l'émission, mais encore une fois, là, on a la 13e saison. C'est la première fois qu'il y a un homme transgenre, donc c'est quelqu'un qui est né femme, qui est transitionné, devenu un homme et fait du drag maintenant. Mais l'argumentation, c'est que c'est encore un homme qui se transforme en femme. Donc, il y a un gros débat qui existe là-dedans. Puis pour revenir à ton point de drag king, il y a des femmes qui vont pratiquer l'art de transformisme puis de vraiment se transformer en homme avec que ce soit le maquillage, même collé, c'est comme des perruques, mais comme pour la barbe, etc. Puis ils vont recréer des personnages que ça peut être comme Justin Bieber, ça peut être comme Drake, ça peut être comme n'importe qui, ou ça peut être juste comme leur personnage, eux-mêmes, leur version d'eux-mêmes hommes qui vont mettre sur scène. Puis la musique, ben, ça va être des chansons de gars là, qui vont chanter. Donc voilà. OK. Moi, je pense que c'est vraiment, même s'il y a peut-être ce scandale-là avec RuPaul's Drag Race, je sais pas si... Je trouve que ça a tellement apporté de visibilité à cet art-là de drag. Moi, je savais même pas que ça existait avant de commencer à regarder RuPaul. Tu sais, quand je suis allée, là, je suis allée à comme Vegas, puis j'ai vu du monde sur la rue, puis comme « Oh, wow! » Tu sais, comme... Puis t'apprends, mais moi, j'avais aucune idée que ça existait. Fait que... c'est... L'émission a vraiment pris le tremplin puis a mis l'art du drag dance qu'on appelle le mainstream dans vraiment la vie commune. Ouais. L'art du drag, c'était souvent historiquement, c'était vraiment caché dans les bars. Et moi, je vais dire franchement, je trouve que l'émission a apporté du très bon, puis a apporté aussi du très mauvais à la communauté. Puis on pourra s'en parler, je veux pas être négatif non plus. Non, ça a apporté du très bon dans le sens que, oui, maintenant, des gens comme toi ou des gens qui n'ont jamais vu du drag, ou même moi, je viens des petits villages, tu sais, de petits villages, puis de regarder une émission de télévision quand tu te sens toute seule comme gay ou lesbienne ou peu importe, puis tu vois à la télé que tu es représentée, que tu es visible, c'est important. Donc, je trouve que l'émission a vraiment servi de tremplin. Puis là, c'est quasiment difficile d'aller sur Netflix puis de voir. Il y a des drags, il y a des gays, il y a des lesbiennes et des transgenres dans presque toutes les émissions et films qu'on voit. C'est quasiment difficile de ne pas en trouver maintenant. Puis je trouve que l'émission a vraiment servi de tremplin pour montrer qu'on est des gens comme tout le monde puis que c'est une forme artistique qui est incroyable. La chose, par contre, que ça le fait, c'est qu'avec un public plus, je dirais, hétéro ou mainstream ou peu importe, c'est que maintenant, on dirait que t'es pas valide à moins que tu es rendu sur cette émission-là, vois-tu? Donc, moi, souvent, comme ça m'arrivait avant COVID où je finissais un spectacle, puis j'avais des gens qui arrivaient et disaient « Oh my God, t'es tellement bonne, puis t'es belle. Oh my God, hey, tu devrais être sur l'émission. Comment ça se fait que t'es pas sur l'émission? » Puis pour eux, ou pour les gens communs ou les gens qui apprennent c'est quoi le drag, on dirait que c'est comme la seule chose qui va faire de toi quelqu'un qui est légitime. Donc, tu es seulement légitime si
t'es maintenant... Tu sais, c'est comme les Jeux olympiques, là. Ça veut pas dire que t'es pas un bon athlète si t'es pas rendu là, ou que tu n'appartiens pas à une communauté si tu t'es pas rendu à tel niveau. C'est un petit peu comme ça. Fait que là, on a vu Canada's Drag Race qui est sorti avec la première saison, qui était fantastique. La deuxième saison a été annoncée cette semaine. Puis, on voit déjà là un petit peu les drag queens qui veulent aller sur l'émission et tout ça, mais il y en a d'autres qui se disent, ben, tu sais quoi, puis moi, je suis une de ces drag queens-là, que la télé-réalité, c'est pas pour moi. Okay. Puis c'est comme une dure réalisation dans le sens que je dis, ben, oui, j'aimerais ça aller là parce que je veux montrer mon histoire, je veux montrer mon art, je veux montrer mes talents. Je suis vraiment, comme moi, ma force, c'est vraiment le spectacle, la danse, monter des numéros comme ça. C'est moins les looks, c'est moins, je sais que je suis belle aujourd'hui, là, mais c'est moins le costume, c'est moins le, je suis pas super en couture, je suis pas super comme je regarde tous les challenges qu'ils font, comme les acting challenges, des choses comme ça. Je serais moins forte là-dedans, mais je serais probablement la drag queen qui manquerait toutes qui flopperait tous les challenges, mais qui se ramasserait puis que je gagnerais les lip sync for your life, là. C'est là. Moi, je serais la queen de lip sync. C'est le même que je me verrais. Je me verrais sur l'émission, mais ce qui est dommage, c'est que j'ai eu la dure réalisation qui a dit je ne me vois pas embarquer sur cette émission et être la victime de tous les trolls sur Twitter qui sont après détruire les drags. J'ai vu ce qui se passe et puis c'est dur. Et puis c'est pas pour tout le monde. Je suis contente de l'avoir réalisé, mais il y a beaucoup de gens qui se disent, ben pour aller sur cette émission-là, c'est parce que tu veux devenir une star de télévision et moi, je veux être une star de petit théâtre. C'est ce que je veux faire. Ouais. Mais l'émission, écoute, est fantastique. Je suis la première à regarder là, quand ça passe. Donc, vraiment, je me suis pas encore plongée dans la saison 13. Donc, questionnez-moi pas. J'ai rien vu encore. Je vais faire ça en fin de semaine. Mais toi, tu sais, t'as mentionné les trolls de Twitter, puis on s'entend que c'est atroce, là, ce que le monde peut écrire. Faut quasiment que tu coupes les commentaires parce que tu lis un petit peu puis c'est comme mourant, là. Mais c'est laid, c'est très laid. C'est haineux, c'est tellement haineux puis je comprends juste pas comment les gens peuvent écrire ces mots-là. Comme moi, l'idée de dire ça à quelqu'un comme comme je suis pas capable. Mais toi, étant qui tu es, parce que j'ai vu t'as quand même un following sur tes médias sociaux, là, tu sais. Est-ce que tu en reçois des commentaires comme oh oui, sur toutes sortes de choses. Ça peut être sur... souvent, comme les gens vont m'attaquer pas comme mes dents, parce que mes dents sont pas parfaites. Puis les choses qu'ils disent par rapport à ça, c'est comme « wow, comme t'es qui, toi, pour me dire des choses comme ça? » Les gens vont... tu sais, puis souvent, t'as une idée, c'est qui, mais ils sont cachés dans un profil, un faux profil. C'est juste, c'est très triste de voir que les gens se sentent comme si c'est nécessaire de faire quelque chose comme ça. Tu sais, moi, j'ai pas de problème qu'ils vont dire « Ah, pas sa meilleure performance » ou « Oh my God, j'aime... » Tu sais, mais si t'aimes pas quelque chose, fais juste pas le dire, point final. Comme, je sais pas. Mais oui, j'en ai reçu, puis quelque chose que... écoute, l'émission a créé bien des bonnes choses, puis quelque chose que je dis souvent aux jeunes, surtout les jeunes qui veulent s'embarquer dans le monde du théâtre puis le monde du drag, c'est le drag est un monde qui est tellement fantastique. C'est vraiment comme l'Olympique, puis même pour les hétéros, comme quelqu'un peut essayer de faire du drag, puis dire comme... Moi, c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé. Je voulais faire ma matante, tu sais, comme je riais de ma matante, puis ma matante, gros seins, gros cheveux, puis tu sais, bien loud, puis toute la kit. Puis tu sais, c'est un petit peu comme ça que ça a commencé pour moi, comme inspiration, je devrais dire. Mais aussi, je m'en allais avec ça. Le monde du drag, faut vraiment être solide dans sa personne quand on fait du drag. OK? Il faut vraiment être bien entouré des gens parce que une fois que le maquillage et tout ça est enlevé, il faut vraiment être confortable avec qui tu es. C'est important de vraiment s'ancrer dans qui tu es avant de commencer à te transformer puis à jouer avec un personnage et à créer ça parce que c'est des fois la réalité et la fantaisie peuvent vraiment se mélanger et puis on s'oublie des fois en faisant du drag. Donc, faut faire attention un petit peu avec ça. Puis, dans la communauté franco-ontarienne, oui. C'est quand même
un petit monde, tu sais, la communauté franco-ontarienne. Est-ce qu'il y a une assez grosse communauté, là, je suis peut-être juste un petit peu ignorante là-dessus parce que je sais pas, mais est-ce qu'il y a quand même une communauté forte de drag dans l'Ontario français? Oui, je dirais, moi, j'ai commencé, quand moi j'ai commencé, je voulais m'afficher comme la drag queen francophone parce que le monde à Toronto de drag est tellement compétitif. Il y a 60 100 drag queens qui peuvent faire du drag quasiment à temps plein ici, quand on n'est pas en COVID, bien évidemment. Mais on est beaucoup qui font du drag. Puis il faut s'afficher avec un certain branding, avec une certaine étampe. Puis moi, j'ai juste sauté là-dessus parce que j'étais vraiment la seule et la première qui faisait des numéros d'Édith Piaf, du Zaz, je faisais, tu sais, Céline Dion, bien évidemment, mais qui faisait en français. Puis imaginez-vous bien qu'à Toronto, les gens apprécient beaucoup la musique francophone. Puis il y a beaucoup de soirées. Il y a les soirées tapettes, qui sont des soirées uniquement de danse comme en français, qui ont des DJ fantastiques, DJ Phil qui est là. Et puis, il y a vraiment une communauté francophone, moi, dans la région de Toronto. Puis, ça a été ma marque de commerce parce que j'ai eu la chance d'aller à Sudbury, j'ai eu la chance d'aller à Barrie, j'ai eu la chance d'aller à Penetang, j'ai eu la chance d'aller dans plein d'autres communautés parce que les communautés francophones aiment le drag aussi et puis veulent voir leur musique représentée. Donc, ça a été... puis c'est important pour moi. Moi, écoute, je suis très fière d'être francophone. Je suis québécois d'origine, mais j'ai vécu en Ontario toute ma vie. J'ai fait de la maternelle, non, de la première année jusqu'à la 12e année, puis j'ai fait toute mon université ici en Ontario. Fait que moi, je me considère, tu sais, Canadien-Français, mais franco-ontarien, québécois, tout ça, ça fait partie de mon identité. Mais... tu sais, oui, il y a place à des dragues francophones. Il y en a beaucoup. C'est en demande, évidemment, parce que je suis pas la seule, mais il y en a une couple d'autres. Je sais qu'il y a Jenna Sepa qui vient de, je crois, la région de Timmins ou North Bay, qui est maintenant ici à Toronto, qui est fantastique aussi, qui fait beaucoup de drague en français. Donc, il y en a quelques-unes. Puis là, dans ta bio que tu nous as envoyée, là, tu sais, t'as écrit, Jason, c'est un directeur adjoint, c'est un conseiller en école inclusive. Comment, y a-tu eu des défis dans tout l'art, ton art, puis l'éducation, comme... Dans ma vie personnelle, j'ai commencé ma carrière en éducation comme prof d'éducation physique. J'adore le sport, j'ai toujours aimé le sport. Je voulais, moi, m'en aller au Cirque du Soleil. Je vais vous expliquer mon parcours professionnel. Je voulais m'en aller au Cirque du Soleil. Et puis, il est arrivé de quoi dans ma jeune vie? J'étais athlète d'équipe nationale en gymnastique quand j'étais jeune. J'étais allé aux études à l'Université Laurentienne, puis j'ai fait un bac en psychologie sportive, donc encore le sport. J'étais à l'époque sur l'équipe nationale. Je coachais la gymnastique pour payer pour mes études, puis la vie, etc. Puis j'avais comme tout mis ça. Puis moi, je voulais aussi m'en aller dans le Cirque du Soleil. Puis j'avais tout mis comme mon identité puis mon moi dans ce rêve-là d'être un athlète quasiment professionnel ou d'aller très, très, très loin. Puis j'ai eu une blessure. Mon père a tombé très malade. Il était dans l'armée, puis j'ai vu que l'armée a vraiment pris en main mon père, puis il a pu prendre sa retraite, puis il a pu être bien traité. Puis je me suis dit, j'aurais pas ça si ça m'arrive, moi, au Cirque du Soleil, même si c'est une super compagnie, mais là, il en mange en titi là, avec COVID, là, c'est toute une raison. Mais j'ai vu ce qui est comme tout ça arrivait dans ma vie à cette époque-là, puis j'ai dit, tu sais quoi, peut-être le Cirque du Soleil, c'est pas pour moi. Parce que j'aime le spectacle, j'aime l'idée du glamour, j'aime l'idée de tout ça, mais il n'y a pas de filet de sécurité. Il y en a dans le show, mais dans la vie, il n'y a pas de filet de sécurité. Là. Puis j'ai dit, je veux quelque chose de plus solide où je vais pouvoir avoir un impact. Puis c'est drôle parce que plus tard dans ma vie, j'ai découvert le drag qui est comme un petit peu mon petit Cirque du Soleil à moi, qui est bien. Donc j'ai comme check, je peux avoir ça dans ma vie. Mais j'ai choisi de devenir prof d'éducation physique, qui est vraiment ma passion, parce que je sais pas, quand tu es jeune puis que tu es gay puis que le monde du sport, c'est un monde qui est pas un monde super inclusif pour les gens de la communauté LGBTQ. Puis moi, j'étais chanceux quand j'étais jeune d'être bon en sport, puis j'ai pu avoir une bonne relation avec les coachs, avec les autres gars qui faisaient du sport, puis tout ça, puis ça m'a beaucoup aidé. Puis mes amis qui faisaient pas du sport, je voyais comment ils souffraient dans un monde homophobe, puis même s'il y avait beaucoup d'homophobie quand j'étais jeune en éducation physique ou dans le sport, j'étais souvent sauvée parce que j'étais bon en sport. Et quand je suis devenue prof d'éduc, ma mission, c'était vraiment d'être la personne qui va faire rayonner tout le monde.
que tu sois un petit gars qui est pas bon dans le sport ou une petite fille qui a peur du ballon ou que tu es quelqu'un qui est pas actif ou qui est pas sportif, mais comment est-ce que moi, je peux t'allumer le feu en dessous du derrière un petit peu puis te prendre en main, comme ça, quand tu deviens adulte, tu as au moins les outils pour te garder en santé, tu as les outils pour pouvoir bouger, tu as les outils pour ça. Puis je voulais juste créer un espace plus inclusif pour ça. Donc, c'est le même que j'ai commencé en éducation. J'ai commencé en éducation physique. J'ai enseigné la 3e, la 4e année, la 5e. Puis ensuite, je suis déménagée à Toronto quand je suis devenue conseiller pédagogique en école sécuritaire. Ensuite, je suis devenue directeur adjoint d'une école élémentaire ici à Toronto. J'ai fait ça pendant 3 ans, puis j'ai trouvé ça tellement difficile parce que je dealais juste avec la discipline, puis avec des syndicats, puis toutes sortes de choses comme ça. Donc, récemment, j'ai choisi de retourner dans mon poste de conseiller en éducation inclusive et sécuritaire. Puis j'adore ce que je fais. Puis ça me permet, moi, de vivre. Tu sais, quand tu es directeur d'école, là, c'est comme tu travailles des heures de fou, c'est difficile. Puis je m'étais beaucoup oubliée. Puis ce qui est arrivé quand je suis devenu directeur adjoint, c'est que moi, j'avais déjà ma vie de gay ouvert. J'avais mon chum, ça fait 8 ans que j'étais avec mon chum. Puis ce qui est arrivé, c'est que en devenant directeur, je me suis sentie comme si je suis retournée dans le placard. Parce que j'avais peur. Tu sais, le drag, il y a aussi une connotation très négative avec ça. Écoute, c'est un art qui est hyper sexualisé. On fait ça dans les bars, les fins de semaine, avec plein d'alcool, puis tout ça. Puis je voulais juste comme... Ça faisait peur parce que je veux garder une image de directeur adjoint qui est quand même solide puis qui est respectable et tout ça. Mais d'un autre côté, une grosse partie de mon identité qui est de faire des shows les vendredis, samedis à 1h du matin, comme avec une gang de slums, là, tu sais. Donc, moi, personnellement, ma job de directeur adjoint m'a remis dans le placard parce que je voulais vraiment faire attention à toute l'énergie négative. Je voulais pas me faire traiter de quoi que ce soit au travail, etc. Puis, je pouvais pas vraiment pleinement vivre mon plein moi. Je me sentais pas comme s'il y avait l'espace pour faire ça et j'ai choisi de prendre un petit pas de recul. Puis comme conseiller maintenant, j'ai un peu plus de latitude. Et puis j'aurais pu continuer comme adjoint, mais c'était pas quelque chose qui m'allumait, c'était plus quelque chose qui me passionnait après 3 ans. Puis j'adore ce que je fais comme c'est là. Puis c'est le fun parce que je touche à toutes sortes de choses qui me passionnent, que ce soit la sécurité, l'inclusivité, créer des espaces plus sécuritaires et inclusifs pour tout le monde, que ce soit les élèves ou les profs. C'est vraiment passionnant. Fait que je vois plus un pont entre mon moi en tant que personne, puis mon travail. C'est fantastique, j'adore ça. Wow. Toi, tu dirais-tu, comme, tu sais, dans tout ça, dans cette découverte de vie professionnelle, tes 2 vies professionnelles, puis ton art, puis qu'est-ce qui a été le plus gros défi? Ça a-tu été d'essayer de faire ce balance-là, cet équilibre-là entre... Oui. Le défi, oui, ça n'a pas été facile de trouver un équilibre en tout ça parce que moi, le drag, c'est vraiment comme un outlet créatif. C'est vraiment comme un espace pour moi de créer puis d'être moi-même. Et puis, ça a été une dure réalité quand je finissais mes shows, mettons, le dimanche, puis que j'enlevais mes ongles ou que j'enlevais tu sais, pour arriver, mettons, lundi, puis j'oubliais. Puis les gens ils disaient, bon, mais qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Puis je disais, rien, là. J'ai marché mon chien, puis j'ai rien fait, là. Parce que je voulais juste pas me faire associer à ça. Puis là, je voyais, mettons, d'autres profs dans mon entourage ou des gens en éducation. Puis il y avait un prof en particulier qui avait poussé une grosse barbe. Parce que lui, les fins de semaine, puis là, les jeunes disaient, comment ça se fait que t'as une grosse barbe? Puis c'était comme vraiment une grosse barbe. Puis il disait, ben moi, je joue, je fais du théâtre, puis écoute, dans les fins de semaine, je fais du théâtre, puis dans la pièce que je joue, ben on parle de les défis au niveau de, en anglais, j'ai homelessness, mais au niveau des sans-abri, les défis avec la consommation de drogue et d'alcool et tout ça. Puis il parlait vraiment de consommation, puis addiction problems, puis tout ça. Puis il disait, ben, je joue le rôle de ce personnage-là, puis il était vraiment fier de comme ce qu'il faisait les fins de semaine, puis de ses talents, puis tout ça. Puis il ne gênait pas, lui, d'arriver à avoir l'air d'un pouilleux à la job avec, tu sais, il avait vraiment l'air d'un pouilleux. Puis il ne gênait pas, puis c'était bien correct. Puis les jeunes étaient comme, ah, OK, cool. Puis il allait, puis je disais, comment ça se fait que lui, il peut être si bien dans sa personne, puis que moi, je suis là le dimanche à enlever mes ongles pour pas me faire questionner, parce que moi, c'est du théâtre que je fais.
Tu sais, je suis pas stripper, je me déshabille pas, je fais rien de mal. Tu sais, c'est comme je suis dans un bar avec des adultes à minuit, puis on fait des jokes, puis je fais du Dalida ou du Céline Dion ou du Joan Rivers ou peu importe. Tu sais, il y a rien de mal avec ça. Puis c'est ça qui m'a comme motivé. Ça a été un gros défi parce que ça a été une période très noire où ce que j'avais ma vie, j'avais mon chum, j'avais ma maison, j'avais tout ça en place, puis je me cachais maintenant. Je me disais, Colin, je me rends à 27, 28 ans, 29 ans. J'ai vécu toute ma vie comme gay bien ouvert. Ma famille, mes grands-parents, tout le kit, ils m'acceptent comme que je suis. Puis à cause de ma profession, je me censure ou je me gêne. Puis c'est dur à vivre. Et puis, ça l'ouvre comme vraiment la parenthèse à dire que, tu sais, même, pas que je me compare à la réalité des gens trans, mais ça donne une petite idée de comment les gens trans souvent se sentent en milieu professionnel aussi, que, tu sais, s'ils sont prêts à faire une transition de longue durée, est-ce qu'ils sont bel et bien, est-ce qu'ils vivent leur propre soi, est-ce qu'ils ont accès à tous les positions, puis tous les emplois qu'ils peuvent avoir. Donc, c'est une grande conversation à avoir, ça. Je lisais un article, une entrevue avec une drag, puis j'ai envie de dire que c'était Rita Baga, mais je pense pas que c'est elle, mais j'ai lu un article de Rita Baga, mais un autre, qui disait que sortir drag, c'est comme presque un deuxième coming out, comme. Surtout si t'es un homme gay, puis là tu sors drag. Est-ce que ça a été ça toi aussi, comme un deuxième coming out, comme... Super question. Oui, parce que ça a été un deuxième coming out. Tes amis sont excités, ils vont dire « Ah, elle va faire du drag la première fois, on va aller la voir, nanana. » Puis c'est très encourageant. Puis je veux vous partager une histoire parce que je pense que ça... Puis c'est juste une mise en garde que je trouve avec les gens parce qu'il y a tellement de gens maintenant, comme tu dis, avec RuPaul Drag Race, puis Canada Drag Race, puis tout ça, tout le monde veut faire du drag, tout le monde veut se lancer là-dedans. Puis au début, oui, c'est comme un coming out, mais c'est un coming out avec les gens de ta communauté qui vont t'accepter no matter what. C'est pas comme le coming out que tu fais avec tes parents, que tu sais pas s'ils vont t'accepter ou non, ou avec le mononcle que tu parles pas beaucoup, puis tu dis, qu'est-ce qu'il va dire? Va-tu dire de quoi de travail? Le pire qu'ils vont dire, c'est, girl, ton maquillage, comme, tu sais, ils vont throw shade, là. C'est ça, c'est le genre de coming out que tu fais. Mais quand tu fais un coming out en drague, tu te sens comme une nouvelle personne, puis tu te sens libéré, puis tu es comme « Yes, c'est ce que je fais! » Puis au début, c'est fantastique. Puis la mise en garde que je veux faire, c'est quand tu fais du drag, il faut pas nécessairement juste se lancer dedans. Il faut vraiment être, comme j'ai mentionné plus tôt, être bien dans sa personne, puis être bien entouré. Moi, quand j'ai commencé à faire du drag, je savais très bien qui j'étais en tant que Jason. J'avais ma vie était très solide. J'avais mon chum qui était là. J'avais mes amis très proches que s'il y avait de quoi que j'ai besoin dans ma vie de Jason, je peux les appeler pour n'importe quoi. Et puis, quand j'ai commencé à faire du drag, ce qui arrive, c'est que tu deviens vraiment le centre de l'univers de comme tes petits amis pour un petit bout de temps. Parce que, par exemple, moi qui habitais ici à Toronto, pas loin du centre-ville, les vendredis, je finissais de travailler, j'arrivais chez moi, puis j'avais même plus besoin d'inviter mes amis. Ils arrivaient juste à 7-8 heures, puis là, ils rentrent chez nous, puis c'est le compte. Puis là, la fête commence, j'ai le show vendredi, right? Fait que là, j'arrive, puis moi, je me maquille, mes amis sont là, puis tu deviens le centre. Puis là, ça commence à boire chez toi, puis tout le kit, puis c'est le fun. Puis toi, tu es responsable d'avoir tout rassemblé ce beau monde-là ensemble, puis l'énergie est le fun. Là, il arrive 11 heures, tu pars, tu arrives au bar, puis là, c'est là que tu fais ton show, mais là, tu es la diva. Fait que les gens, c'est « Ah, on prend des selfies, t'es donc bien belle, voici de l'argent, voici de la boisson, voici ce que tu veux. » On prend, puis là, tu vois, là, tu as le renforcement positif d'Instagram là, qui fait bing, 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 parce que les photos de toi arrivent. Fait que c'est tout, it's all about you, là. C'est tout à propos de toi. Tes amis sont venus chez toi. Là, tu es le centre de l'univers au club. Puis là, ce qui arrive, c'est que à 2 heures le matin, boum, la soirée est finie, là. Ouais. Là, tes amis qui étaient avec toi chez toi sont tous partis. Ils sont partis avec des amis, tout le kit, nanana. Puis là, il y a toi qui vient de finir, puis souvent, t'as bu, pas bu, peu importe. Mais là, il est rendu 2 heures le matin. Tout le monde est parti. La soirée, elle a fait ça. Puis là, dans 20 minutes, boum, t'es rendu, c'est quiet. Là, tu retournes chez toi. Là, t'es tout seul. T'es tout seul. Moi, j'arrivais chez moi, mon chum t'a couché, il y avait une note sur le comptoir, il disait « Chérie, je t'aime.
voici ton souper dans le frigidaire ou whatever, où je t'ai laissé de quoi, puis c'est comme pendant que je me démaquillais, ça chauffait, nanana. Tu sais, j'étais comme vraiment bien encadré, mais il y a tellement de drag queens qui finissent leur soirée comme ça, puis qui sont seuls. Qui sont seuls. Puis là, à 2 heures le matin, quand t'es fatigué, t'as fait la soirée, puis toute la kit, puis là, t'enlèves tes cheveux, t'enlèves tes cils, t'es plus trop belle, là. Puis là, tes amis sont pas là, sont couchés, sont sous, sont whatever. Fait que t'es tout seul. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que là, tu regardes ces réseaux sociaux. Là, j'espère que tu te fais pas troller à cette heure-là, parce que là, t'es morose un petit peu. Puis là, tu cherches la validation, là, parce que t'as été la star, tout a été donné pendant la soirée. Puis là, il est 2 heures le matin, t'es toute seule, tu te fais troller sur Facebook ou tu te fais troller sur Instagram. Il n'y a plus personne qui veut de toi. Puis souvent, là, t'es gay, ben là, tu sautes sur Grindr ou tu sautes sur les sites de rencontres, whatever. C'est la dernière chose que tu devrais faire à cette heure-là parce qu'il n'y a personne qui veut de toi parce que t'es plus belle puis t'es pas beau. T'es comme plus un ou l'autre, là. Tu sais? Fait que c'est vrai. Quand je dis le monde du rap, il faut être vraiment bien centré puis il faut être bien ancré, c'est ce que je veux dire parce que c'est dans ces moments-là où tu as besoin de savoir vraiment qui que tu es. Puis moi, ça fait 5 ans que je fais du drag, puis je devrais dire que pendant 2 ans, 3 ans, c'était ça l'horaire. L'horaire, c'est arriver chez moi le vendredi, puis ça commence la fête. Puis le lendemain matin, by the way, tu te réveilles à 10 heures le matin, puis tu manges un petit peu, puis à partir de 1 heure l'après-midi, tu te remaquilles parce que tu fais 2-3 shows le soir. Là, tu fais ça le samedi, puis là, dimanche, ben, tu as le show de matinée ou tu fais le show de brunch. Fait que c'est vraiment, ça prend un coup sur la santé parce que tu dors pas, tu manges mal, si tu bois. Il faut vraiment comme avoir un plan de quel genre de drague est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire avec toi. Si c'est du bar, puis des shows dans des bars, mais c'est correct, mais sois bien ancré. Si c'est la télévision que tu veux faire ou si c'est de la comédie que tu veux faire, faut avoir un plan puis il faut être bien ancré. Fait que c'est pas juste mettre ta perruque, mettre tes bijoux puis go, là. Ouais. Mhm. C'est correct, ça peut être ça, mais si tu veux faire une drag queen de carrière, aie un plan. Wow. Ça t'est-tu déjà arrivé que moi, à cause que je n'ai jamais fait ou j'ai jamais même comme essayé, là, peut-être que je devrais essayer, mais est-ce qu'il y a des moments où tu as un petit peu comme de dysmorphie ou que tu sais où tu es comme OK, le soir quand tu t'enlèves ton maquillage tout ça, puis c'est comme oh comme ça frappe, ça doit frapper fort là, même le mental. Je sais pas comme à cause que c'est tellement comme là je te vois puis c'est tellement beau, comme t'es tellement belle puis le maquillage est parfait. Moi ça me prend, moi c'est tellement dur, je peux même pas imaginer comment comme ça prend faire tout ça. Puis là, à la fin de la soirée, quand tu l'enlèves, c'est comme, OK, comme... Ben, tu sais quoi, ça revient à être confortable avec qui tu es dans ta personne parce que pour un bout de temps, ce qui arrivait, c'est que tu sors toute maquillée, tu sors toute grimée, toute belle, puis là, tu as l'attention. Puis là, je sortais comme Jason avec un t-shirt puis des jeans, puis j'avais pas cette attention-là. Tu sais, les gens ils te reconnaissent puis ils vont dire « Ah, bonjour, blablabla, whatever », mais t'as pas comme cette attention-là. Puis là, il faut que tu te dises, je suis la même personne. Ça veut pas dire parce que je suis Jason que je suis moins populaire ou moins aimé que Jezebel. C'est juste que Jezebel, c'est le clown avec les bijoux puis que c'est impressionnant. C'est pas que Jason n'est pas impressionnant. C'est pas que Jason n'est pas une bonne personne. Je pense que c'est la même chose pour peut-être, je sais pas, les filles, vous autres, quand vous vous maquillez ou quand vous vous maquillez pas, comme, tu sais, j'ai commencé l'émission, j'ai dit, ah, vous êtes donc bien belle avec vos beaux rouges à lèvres, nanana, mais vous êtes belle sans rouge à lèvres, mais c'est juste, ça veut pas dire parce que t'as pas de rouge à lèvres que t'es pas belle. Tu sais, c'est comme, il faut vraiment être confortable là-dedans, puis je pense que la dysphorie, ou le terme que tu as utilisé, je sais pas, là, mais ça frappe parce que moi, quand je m'enlève tout ça, là, c'est comme oh my gosh, il y a tellement de noir ici, puis ça prend du temps. Puis j'aime pas ça parce que quand je suis Jason, je trouve que j'aime ça avoir un petit scruff ou j'aime ça avoir la peau vraiment clean, puis belle, puis propre. Mais à la fois, quand j'enlève mon maquillage, la première journée, je le trouve tellement laid parce que c'est comme mais tu peux enlever tout ce que tu veux, mais tu as toujours comme on dirait une petite lueur de noir qui reste. Ça prend du temps avant que ça s'enlève. Ça prend comme 2-3 douches avant que tu es capable de tout enlever ça. Donc, c'est juste, je me sens vraiment comme, je sais pas super fresh. après avoir fait ça, puis c'est juste, ça prend du temps, puis tu rentres dans ton beat, là. Puis, en parlant de maquillage puis de transformation, ça te prend combien de temps, cette transformation-là?
Ça dépend. Comme, je vais vous dire, aujourd'hui, j'ai commencé un peu plus tard que j'aurais voulu. J'ai commencé à 11h, puis j'étais prête pour 1 heure. Donc, tu sais, c'est comme, puis là, il faut que je me rase, il faut que, tout ça. Mais j'ai pris mon temps. Ça me prend peut-être 1h30, 1h30. Puis ça, c'est vite. Mais si je fais quelque chose comme un personnage, donc si je fais vraiment comme Céline ou Joan Rivers ou J-Lo ou peu importe, je vais avoir souvent une image, puis je vais vraiment prendre mon temps pour assurer que les sourcils sont faits à la même manière que ça. Comme ça, c'est mon visage standard, là, comme je peux le faire vraiment vite. Si je veux, je peux le faire en peut-être 50 minutes. Wow! 1 heure. C'est quand même impressionnant. Parce que j'ai pas c'est autant de quoi? maquillage, puis ça m'a pris 45 minutes faire. Ouais, Moi, je suis mais c'est même pas proche d'être la même chose. Mais vous autres, c'est beaucoup plus précis. Comme, je sais que vous pensez que c'est précis, mais tu trouves des trucs parce que quand tu fais ça, comme j'ai dit, moi, je faisais des shows. Mettons, j'arrivais le vendredi, je faisais 1 ou 2 shows le vendredi. Je faisais 2, des fois 3 shows le samedi, puis le dimanche, je faisais 1, des fois 2 shows. Fait que c'est comme. L'affaire qu'il y a, c'est qu'au début, quand j'ai commencé, ça me prenait comme 3 heures. Mais c'est ma drag mom qui me dit comme la minute que tu ramasses ton pinceau, c'est là que ta paye commence. Fait que si mettons, tu te fais payer juste 100$ pour un show, puis ça te prend 3 heures de te maquiller, puis le show il est 2 heures, c'est 5 heures, mais 100$ pour 5 heures, c'est pas énorme. Là, tu brises un bijou, la perruque est à refaire, tu pètes le zipper dans ta robe. C'est des coûts. Fait que tu travailles pour quoi? Tu travailles pour rien. Fait qu'il faut que ton temps, faut que tu sois vraiment vite pour que ça soit rentable parce que, tu sais, il faut. C'est pour ça qu'ils m'ont dit, moi, comme mes sourcils, écoute, gars, c'est un stencil, là. Oh, wow, ouais. Boum! Comme ça. Mais si je veux prendre mon temps, je vais le faire à la main, à mitaine, puis je vais le faire tranquillement, pas vite, puis tu sais, ça va être smooth, mais comme là, j'ai regardé aujourd'hui, je dis, oh my god, j'ai pas beaucoup de temps, fait que j'ai mon stencil, il est tout sale, là, mais tu sais, tu mets ça là, boum, boum, puis ça me prend 4 minutes, là, même pas. Wow! Donc, on se trouve des trucs. Puis là, j'avais peut-être une question. À cause, je t'ai vu en show au Jeu franco-ontarien à Hammer. Qui était, en passant, un moment qui était tellement important pour moi. Ça a été, ce show-là de la FESPO, je ne vais pas couper ta question, là, mais ça a été tellement, ça a été un coup de cœur parce que, comme j'ai dit, j'ai tellement vécu longtemps à cacher un petit peu qui j'étais, puis je voulais vraiment distancier mon monde de drague au monde de l'éducation, puis le fait que j'ai été invitée par la FESPO pour animer en tant que drague puis en tant qu'éducateur, ça a été un moment qui était tellement important pour moi. Donc, pour moi, ma personne en tant que, pas juste en tant qu'artiste, mais en tant que Jason, ça a été tellement important pour mon psyche, ça a été important pour mon cœur, ça a été important pour mon identité. Fait que, en tout cas, merci à vous autres. Excuse, je voulais pas couper ta Non, mais j'en ai tellement à dire de ces jeux-là. C'est tellement... Comme avec la COVID, tout, on dirait que c'est comme satisfying que c'était la dernière édition avant que comme là la COVID arrive puis tout. Oui. Mais parce que juste en général, tu sais, il y a eu toi, là, il y a eu un autre comme spectacle comme très divers. Puis là, à la cérémonie d'ouverture, on avait eu une danse de... C'était une cérémonie d'ouverture autochtone. Je me rappelle pas si c'était danse au cerceau, je pense pas, mais c'était une cérémonie d'ouverture autochtone. Fait que la diversité dans ces jeux-là, ça a été comme top-notch, là, puis ça a marqué beaucoup, beaucoup de jeunes, puis beaucoup d'animateurs et animatrices. Fait que, je veux juste dire, mais ma question, c'était, quand je t'ai vu en show au JFO, tu fais beaucoup d'acrobatie, tu fais des backflips, des frontflips, des toutes sortes de choses en talons, puis je suis comme, oh my god, how? Est-ce que toutes les dragues font ça ou c'est vraiment juste comme... C'est assez unique à moi. Regarde, ça, c'est mes Nike. C'est mes souliers de course. Non, mais écoute, encore une fois, ça revient au branding. Tu sais, moi, j'étais gymnaste avant, puis je parlais puis tout ça, c'était des choses que je voulais faire. Puis avec le drag, ça a juste été comme... Tu sais, je ferais pas de flip avec mes affaires de même, là. Puis j'aime bien mettre une grande robe de soirée, puis tout ça, puis je pourrais faire des balades moi, toute la soirée, puis de chanter des chansons tristes, là. Ça serait tellement le fun pour moi, mais c'est pas ça le show. C'est pas ça que les jeunes veulent voir non plus. Mais
Oui, écoute, mon premier flip que j'ai fait en talon, ça faisait peur parce que quand j'étais gymnaste, je faisais toutes sortes de niaiseries sur même la poutre. Comme la poutre à la gymnastique, c'est un événement pour les filles. Mais moi, étant moi, je voulais toujours être vraiment bon à la poutre. Fait que je faisais des flips vraiment comme routine très difficile à la poutre. Puis je me suis dit, ben, si je suis capable de faire à la poutre, je devrais, à terre, sur un plancher ordinaire, être capable de faire de quoi avec un talon. Talons. Mais j'ai des souliers que je l'ai fait avec, mais c'est des talons qui sont quand même assez hauts. Puis, pas recommandé à tout le monde, c'est très dangereux à faire, tu peux te casser une cheville. Don't try this at home. Non, don't try this at home. C'est comme vraiment très dangereux. Mais écoute, j'ai 20 ans de gymnastique derrière moi, là. Donc, c'était à mes risques et périls. Et puis, je me souviens, j'avais mis comme un soulier, mon pied de départ pour le flip avec un talon, puis mon pied d'atterrissage, pas de talon, parce que je voulais atterrir avec un soulier normal, là. Puis, je l'ai fait la première fois dans un studio de yoga que j'avais dans mon condo en bas. Puis finalement, je l'ai atterri, j'ai fait comme « Oh my God, OK, je pense que je suis capable de le faire. » Fait que là, je l'ai fait comme ça. Puis je l'ai pratiqué sur un matelas, un tapis. Puis la première fois que je l'ai mis sur scène, c'était avec un soulier qui avait un bon caoutchouc. Puis c'était pas glissant. Puis c'était comme devenu ma marque de commerce. Mais je fais pas tout le temps des flips, mais j'ai trouvé des flips qui étaient plus sécuritaires, que j'allais pas me casser les genoux à le faire, que je peux le faire pendant une très longue durée. Fait que j'ai comme mon flip signature qui part quasiment à genoux, puis que je fais un flip, j'atterris quasiment ses fesses, là. Mais en tout cas, c'est impressionnant. Ça fait lever les gens, mais ça a été comme ma marque de commerce quand j'ai commencé. Mais je le garde quand il faut vraiment que le party pogne, là. Ouais, parce qu'elle réalise comme moi, je peux pas marcher dans les talons. Marcher. Ouais. Marcher vite. J'ai des talons hauts de même, puis je suis comme, oh, hey, il faudrait que je les enlève, mes pieds vont après comme 3 heures. Fait que je peux même pas imaginer faire un flip, là. Quand j'étais jeune, je marchais tout le temps dans les talons de ma mère. J'ai des photos de moi, j'étais toute. Puis les amis de mon père riaient de lui parce que quand il arrivait à la maison, il disait: T'as-tu cloué les talons de ta femme dans le plancher? Parce que je marchais tout le temps en talons. Puis encore aujourd'hui, j'ai 33 ans, j'ai 75 paires de talons, à peu près. Puis j'adore les talons. Je trouve que c'est comme l'outil de la drag queen, c'est un soulier de talon. Mais en tout cas, oui. Je pense qu'on est pas mal rendu à la dernière question. OK. Mais je voulais la poser parce que je pense que c'est important, surtout dans le rôle que tu as professionnellement puis tout. C'est quoi les conseils que tu donnerais à un jeune qui veut se lancer là-dedans? Comme le plus beau conseil que tu pourrais donner? Pour un jeune? Ouais. Je pense qu'un jeune ou une personne, ouais, n'importe qui. Ben, de le commencer pour le plaisir puis parce que tu veux le faire. Je trouve qu'avec encore RuPaul's Drag Race, je trouve qu'il y a tellement d'emphase qui est mise sur le marketing, sur le Instagram, sur aussi comme combien de choses que tu peux faire. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Puis de rester loin des réseaux sociaux quand tu commences. Parce que c'est un faux sens de validation quand tu mets une photo puis tu vois les likes et tout ça. Il faut le faire pour toi. Donc, c'est pour ça qu'ils disent les drag queens, ils sont toujours nés comme à l'Halloween ou sont nés à Pride. Parce que c'est comme la première fois que tu n'es pas toute seule. Il y a plein de gens qui se costument, qui s'habillent. Puis tu vois vraiment comment est-ce que toi, tu te sens là-dedans. Puis le rôle ou le conseil, je dirais surtout aux jeunes qui ne sont pas dans l'âge d'aller dans des clubs et faire des spectacles, là, c'est de faire le drag, mais de vraiment comme mettre le focus sur comme tous les aspects du drag, que ce soit l'impro, que ce soit le maquillage, que ce soit théâtre, comme comment. Si tu es drag queen et tu dis je fais Céline Dion, ben regarde Céline Dion, comment est-ce qu'elle entre en scène, puis analyse ça, puis analyse ses mimiques, puis qu'est-ce qu'elle fait avec ses mains, puis toutes ces affaires-là. Puis de vraiment mettre le focus sur le show, puis de l'art, de garder une scène. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je trouve, qui rentrent dans le drag pour faire partie d'une communauté qui est bien, qui est correcte. Mais il y a tellement, avec les réseaux sociaux, de toxicité puis de négativité qui est là. Rentre vraiment pour comme le plaisir de drag, qui est le plaisir du show, du spectacle, de entertainment.
Puis si c'est le maquillage, ben fais du maquillage, fais des tutoriels ou quelque chose comme ça. Mais de vraiment analyser le spectacle qui est derrière drag. Je trouve que c'est là où la magie, elle est. C'est là où tu ressors de toi la confiance, tu ressors de toi toutes sortes de traits qui sont super importants et qui s'adaptent dans la vie de tous les jours. Donc, voilà. Moi, c'est ce que je fais. Il faut avoir du plaisir, puis il faut le faire pour toi. C'est juste ça. Oui. Wow, oh my God, merci. C'était des super bons conseils. Si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, sur quelle plateforme qu'on peut te trouver? C'est surtout sur Instagram. Donc, Jezabel, JEZEBEL.Bardot, B-A-R-D-O-T, qui est sur Instagram. J'ai arrêté Twitter justement parce que j'étais plus capable de lire les choses. J'ai tellement eu de la peine à avoir mes consoeurs qui étaient sur Canada's Drag Race se faire détruire à tous les jours sur Twitter. Il y a beaucoup de choses qui sont super bonnes sur Twitter, mais j'étais juste comme, avec COVID, tu sais, t'es chez toi, t'as rien à faire, t'es tout le temps sur les réseaux sociaux. J'étais juste comme, I'm so over it. Comme j'ai fini, j'étais plus capable avec Twitter de regarder toute la négativité qui se passait. Fait que je reste avec Instagram. C'est plus facile de contrôler qui voit ton contenu. Puis, donc, c'est là où vous pouvez me trouver. J'ai encore des élèves ou des jeunes de la FESPO, de Hammer, qui m'envoient des fois des petits messages. Comment ça va? J'aime ton look, des choses comme ça. Fait que c'est le fun de connecter avec eux puis de voir aussi leur parcours. Cool. Merci beaucoup, puis merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à notre première saison de ce podcast-là. On est vraiment reconnaissantes. Félicitations à vous, les filles, pour un super beau projet, puis un beau contenu, puis merci de m'inviter. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et j'ai hâte de vous revoir la grande famille de la FESPO. Merci beaucoup. Donc, merci aussi aux auditeurs et aux auditrices. On est vraiment contents que vous ayez écouté tous les épisodes de ce podcast. On est maintenant à la dernière épisode de la première saison. Donc, n'oubliez pas quand même de suivre l'AFO sur toutes ces plateformes pour pouvoir, en rediffusion, réécouter les podcasts possiblement. Donc, @monassemblée sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube. Puis, c'est ça. Encore, merci beaucoup pour votre écoute, puis on espère vous revoir pour une deuxième saison. Donc, merci encore, Madame Bardot, puis bonne journée. Merci. Au revoir. Bye.